Elle a changé son statut amoureux pour eux, c'est compliqué. Je n'ai rien dit, mais j'ai discrètement mis à jour mon propre profil. 1 heure plus tard, son patron a appelé sur son téléphone portable. Je ne sais pas qui est cet homme sur la nouvelle photo de votre mari, mais je vous suggère de commencer à le supplier. Je m'appelle Victor Callahan. J'ai 44 ans. J'ai passé les 16 dernières années à construire une carrière d'enquêteur d'entreprise principale pour l'une des plus grandes sociétés de conformité financière à Dallas, au Texas. Toute ma vie professionnelle repose sur une seule chose, trouver ce que les gens essaient de cacher. Ainsi, lorsque ma femme Lorraine a changé son statut amoureux sur Facebook de mariée assez compliqué un mardi matin de mars, alors que j'étais assis à 30 pieds de distance dans notre bureau à domicile de l'autre côté de la maison. Elle n'avait aucune idée qu'elle commettait l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Elle pensait que j'étais plongé dans un rapport de conformité trimestriel. Je l'étais, jusqu'à ce que mon téléphone s'allume avec une notification. Victor Callahan. Lorraine Callahan a mis à jour son statut amoureux. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur mon bureau. Je n'ai pas bougé. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté assis là pendant exactement 47 secondes à fixer le mur au-dessus de mon écran, en écoutant le son de son rire face à quelque chose sur son téléphone dans la cuisine. En train de rire. J'ai repris mon téléphone, j'ai ouvert mon propre profil, j'ai fixé le statut qui indiquait toujours marié à Lorraine Callahan, puis j'ai fait quelque chose de très silencieux, de très délibéré. Et au moment où elle a ouvert son ordinateur portable pour le travail le lendemain matin, tout le monde soigneusement construit qu'elle pensait contrôler était déjà en train de s'effondrer. À commencer par un appel téléphonique d'un homme nommé Chamberlain. Mais je vais trop vite. C'est ainsi que je commence toujours les enquêtes. La fin d'abord, puis nous revenons en arrière et découvrons exactement comment nous en sommes arrivés là. Alors, revenons en arrière. Avant d'aller plus loin, si vous vous êtes déjà senti comme la personne la plus fidèle dans une pièce pleine de gens qui ne le méritent pas, abonnez-vous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, avez-vous déjà su que quelque chose n'allait pas avant d'en avoir la preuve? Et si c'est votre première fois ici, bienvenue. Nous disons toute la vérité ici, même quand elle est laide. Lorraine et moi nous sommes rencontrés lors d'une conférence sur la conformité des entreprises dans le centre-ville de Dallas en 2009. Elle travaillait dans les ressources humaines pour une entreprise de logistique de taille moyenne dont le siège social était près du quartier de Uptown. Le genre d'entreprise qui faisait des affaires légitimes, mais qui avait toujours une main reposant trop nonchalamment près de la limite de la légalité. Elle était vive, organisée, le genre de femme qui se présentait à un panel de conférences avec des notes codées par couleur et qui réussissait quand même à donner l'impression que c'était facile. Je suis tombé amoureux d'elle rapidement. Trop rapidement, probablement. Ma mère me l'a dit le jour de notre mariage. Tu agis comme un homme qui a déjà pris sa décision avant même que le jury ne soit assis, Victor. Elle n'avait pas tort. Cela a toujours été mon problème. Je suis minutieux au travail. À la maison, je faisais confiance trop facilement. Nous nous sommes mariés en 2011. Nous avons acheté une maison à Lakewood, à l'est du centre-ville de Dallas, l'un de ces vieux quartiers avec de grands chênes et de larges porches avant. Le genre d'endroit où les voisins se font encore signe de la main. Nous avions une belle vie. Lorraine a gravi les échelons des ressources humaines, obtenant finalement un poste de directrice principale dans une société de promotion immobilière appelée Meridian Capital Group, qui avait des bureaux au 22e étage d'une tour de verre près de l'avenue McKinney. Son patron là-bas était un homme nommé Chamberlain Holt. J'ai rencontré Chamberlain exactement 2 fois en 12 ans. Une fois lors d'une fête de fin d'année de l'entreprise dans une brasserie du Design District. Une fois lorsque Lorraine a organisé un dîner d'anniversaire pour elle-même et a invité quelques collègues. Les 2 fois, il m'a fait l'effet du genre d'homme qui était fabriqué, si cela a un sens. La bonne poignée de main, le bon compliment au bon moment, un sourire qui arrivait exactement sur commande. Je ne me méfiais pas de lui. Il semblait juste assembler. J'ai classé cette observation et je n'y ai pas touché pendant des années. C'est une autre chose à propos de mon travail. Parfois, vous rassemblez des pièces bien avant de savoir que vous montez un dossier. Les changements chez Lorraine ont commencé environ 18 mois avant ce mardi de mars. Rien de dramatique, rien qui aurait déclenché des alarmes chez une personne qui n'était pas formée pour lire les modèles de comportement. Elle a commencé à aller à la salle de sport avant le travail, ce qui était nouveau mais raisonnable. Elle a commencé à garder son téléphone face vers le bas sur le comptoir,
ce que j'ai remarqué mais sur lequel je n'ai pas insisté. Elle a commencé à rentrer à la maison 40 minutes plus tard que d'habitude 2 ou 3 fois par semaine, toujours avec des explications sur la circulation sur l'autoroute 75 ou une réunion de dernière minute qui s'était prolongée. Aucune de ces choses en soi ne signifiait quoi que ce soit. Et c'est exactement ainsi que ces choses sont conçues. Pas consciemment. Habituellement, les gens ne s'assoient pas pour élaborer une stratégie de tromperie comme je le ferais. C'est plus instinctif que cela. Une sorte d'auto-préservation au ralenti qui construit sa propre histoire de couverture au fur et à mesure, une petite explication raisonnable à la fois, jusqu'à ce qu'il y ait toute une architecture d'explications raisonnables. Et que la personne vivant dans la tromperie commence à croire les explications elles-mêmes. Je l'ai vu dans la fraude financière. Je l'ai vu dans le vol d'entreprise. Je l'ai vu dans des affaires de détournement de fonds qui ont pris 3 ans à démêler parce que chaque transaction individuelle, auditée seule, semblait parfaitement légitime. Le contexte est tout. Le modèle est une preuve. Ensemble, ils formaient un profil que j'avais déjà vu. Pas dans mon mariage, dans les mariages d'autres personnes. J'avais enquêté sur des inconduites financières qui avaient commencé de la même manière, de petits changements de modèle, explicables individuellement, indéniables collectivement. Je ne l'ai pas confronté. C'est la tactique des amateurs. Vous confrontez quelqu'un avant d'avoir tout et vous perdez le seul avantage que vous avez, l'élément de sa fausse confiance. Tant que Lorraine pensait que j'étais ignorant, elle opérait sans prudence. Et une personne sans prudence fait des erreurs. Alors j'ai attendu. J'ai observé. J'ai documenté discrètement. J'ai commencé à vérifier nos relevés de cartes de crédit partagées, celles que nous utilisions pour les dépenses communes. 3 frais de restaurant à 10 pelums que je ne reconnaissais pas. Un vendredi après-midi, un mardi soir, un autre vendredi. J'ai croisé les dates avec mon propre calendrier. J'avais été hors de la ville à 2 de ces dates, une conférence à Austin et une visite de site client à Fort Worth. Je n'en ai pas parlé. Puis, un soir de février, environ 6 semaines avant le changement de statut, je suis rentré tard du travail. Lorraine a dit qu'elle avait déjà mangé. Il y avait une assiette dans le four pour moi. Elle était dans la chambre avec la porte presque fermée, parlant à voix basse au téléphone. Quand j'ai poussé la porte, elle a pivoté vers la fenêtre et a dit « Je te parlerai demain ». Elle s'est retournée et a dit que sa sœur était stressée par une affaire de famille. Sa sœur vit à Portland, dans l'Oregon. Il y était 11:00 heure du soir là-bas. J'ai dit « Dis-lui que j'espère que les choses vont s'arranger », et je suis allé réchauffer mon dîner. Je me suis assis à la table de la cuisine dans notre maison de Lakewood par une froide nuit de février et j'ai mangé des pâtes réchauffées. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de la colère, pas de la tristesse, quelque chose de plus dur, quelque chose qui s'est installé à la base de ma poitrine comme un poids de ballast. Une sorte d'immobilité froide et claire que je n'ai jamais ressentie qu'au début d'une enquête sérieuse. Je ne connaissais pas les détails, ni le qui, ni le depuis quand, ni jusqu'où, mais je connaissais la forme de ce que je regardais. La question était de savoir quoi faire de ces connaissances. Un homme de moindre valeur confronte. Un homme impulsif s'enrage. Un homme effrayé ne fait rien. Je ne suis rien de tout cela. Je suis un enquêteur. Et un enquêteur construit d'abord le dossier. Le mardi 4 mars, à 8:52 du matin. J'étais dans mon bureau à domicile, la porte ouverte, travaillant sur un audit de conformité pour un client du secteur manufacturier. Lorraine était dans la cuisine, faisant ostensiblement du café avant de se connecter pour sa propre journée de travail. Elle travaillait à domicile 3 jours par semaine, un changement qui était devenu permanent après 2020 et qu'elle préférait sincèrement. Mon téléphone a vibré sur mon bureau. J'ai baissé les yeux. Lorraine Callahan a mis à jour son statut amoureux pour ses compliqués. 47 secondes d'immobilité. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mon propre profil et j'ai regardé ce mot, marié. Et j'ai pensé à tout ce que j'avais discrètement documenté au cours des 6 dernières semaines, les frais de restaurant, les appels téléphoniques tardifs, la façon dont elle avait commencé à se positionner en se détournant de moi chaque fois que son écran était visible. Le nouveau mot de passe sur son ordinateur portable personnel. Je n'avais jamais connu son mot de passe précédent. Je n'en avais jamais eu envie, mais j'avais remarqué quand elle l'avait changé parce qu'elle avait commencé à emporter son ordinateur portable dans la salle de bain, ce qui n'était pas quelque chose qu'elle avait jamais fait auparavant.
J'ai repensé à l'expression de son visage lors du dîner de février chez notre voisine Sandra. La façon dont Lorraine était devenue silencieuse lorsque quelqu'un avait mentionné les récentes annonces de promotion de Meridian Capital Group. J'ai pensé à Chamberlain Holt. Et puis j'ai pris mon téléphone et j'ai mis à jour mon propre statut, non pas pour eux c'est compliqué, non pas pour eux célibataire. J'ai changé ma photo de profil. C'est ici que cette histoire se transforme en quelque chose à quoi Lorraine n'était absolument pas préparée. Parce qu'elle pensait avoir affaire à un homme qui utilisait les réseaux sociaux de la manière dont la plupart des hommes de 44 ans utilisent les réseaux sociaux, c'est-à-dire mal, rarement et sans stratégie. Elle avait tort. Ce que Lorraine ne savait pas, c'est qu'il y a 3 ans, dans le cadre d'une exigence de développement professionnel pour une affaire de fraude financière sur laquelle je travaillais en tant que consultant, j'ai suivi un cours de certification de 40 heures sur la criminalistique numérique et le renseignement sur les réseaux sociaux. Je sais exactement comment fonctionnent ces plateformes. Je sais qui voit quoi. Je sais comment les connexions se propagent. Je sais comment une seule image correctement positionnée atteint les yeux exacts que vous voulez qu'elle atteigne. La nouvelle photo de profil que j'ai téléchargée avait été prise 8 jours plus tôt. J'étais allé à un tournoi de golf caritatif au Royal Oaks Country Club au nord de Dallas, organisé par une entreprise cliente. C'était un événement professionnel légitime. Sur l'une des photos de l'après-midi, je me tenais près du clubhouse avec un groupe qui comprenait 2 collègues et une femme nommée Priya, une jury comptable avec laquelle j'ai travaillé professionnellement pendant 4 ans, mariée, brillante, complètement platonique. Mais la photo, recadrée comme je l'ai recadrée, ne montrait que nous deux en train de rire. Sa main sur mon bras. La lumière de fin d'après-midi. Le genre d'image qui, sans contexte, se lit exactement comme j'avais besoin qu'elle soit lue. Je l'ai définie comme ma photo de profil. Ensuite, je suis retourné à mon audit de conformité et j'ai continué à travailler. Je n'ai pas changé mon statut amoureux. J'ai laissé un marié à Lorraine Callahan exactement là où c'était. Je l'ai laissé se demander ce que cela signifiait. Maintenant, voici quelque chose que j'ai besoin que vous compreniez à propos de Chamberlain Holt. Ce n'était pas un homme stupide. Il était à bien des égards le genre d'homme qui réussit précisément parce qu'il calcule. Il dirigeait une société de promotion immobilière qui fonctionnait avec un levier financier important, ce qui signifiait qu'il était très prudent quant à l'exposition. La gestion des risques était essentiellement ancrée dans son ADN professionnel. Ce qui signifie que lorsque le statut de Lorraine a changé mardi matin, et que Chamberlain l'a vu, parce que bien sûr ils étaient connectés sur les réseaux sociaux, l'étaient depuis des années, de manière complètement professionnelle, totalement innocente, n'est-ce pas? Il n'était pas seulement intrigué. Il était alarmé. Et quand, dans la même heure, il a vu une photo de son mari, un homme qu'il avait rencontré 2 fois mais qui travaillait dans les enquêtes d'entreprise, ayant l'air à l'aise et proche d'une femme inconnue, son alarme s'est transformée en quelque chose qui ressemblait beaucoup à une panique contrôlée. Parce que Chamberlain Holt, malgré tous ses calculs, avait commis une erreur critique. Il avait utilisé une plateforme de communication de l'entreprise, pas un appareil personnel, pas un compte privé, mais un outil interne de Meridian Capital Group, un outil qui passait par l'infrastructure de serveurs documentés de l'entreprise. Pour mener ce que je décrirais généreusement comme une relation professionnelle profondément inappropriée avec une employée subordonnée. Il n'avait pas pensé aux journaux de serveurs. Moi, si. Je veux être précis ici parce que j'ai besoin que vous compreniez que je n'ai rien fait d'illégal. Je n'ai jamais enfreint une loi dans ma vie professionnelle ou personnelle. Je n'ai rien piraté. Je n'ai pas intercepté de communication. Ce que j'ai fait, c'est contacter un ancien collègue à moi, un avocat spécialisé en conformité à Houston nommé Garrett, aux côtés duquel j'ai travaillé sur 3 affaires d'entreprises distinctes. Et j'ai décrit en termes généraux une situation hypothétique impliquant une plateforme de communication d'entreprise, une relation de supervision et une exposition potentielle à la responsabilité. Garrett avait des questions. J'y ai répondu hypothétiquement, puis j'ai envoyé à Garrett un courrier électronique très spécifique contenant le nom d'une personne spécifique et une entreprise spécifique et les mots « Je pense qu'il pourrait y avoir un problème de conformité des ressources humaines qui vaut la peine d'être signalé par les canaux appropriés. Je vous laisse le soin de le faire. » Garrett a l'obligation professionnelle d'enquêter sur les divulgations crédibles. Ce n'est pas de mon fait. C'est simplement ainsi que fonctionnent ces systèmes. Je suis retourné à mon audit. Lorraine a passé la majeure partie de la matinée de mardi sur son téléphone. Je pouvais l'entendre de l'autre côté de la maison,
le ton de la conversation changeant, baissant, devenant plus silencieux. À un moment donné, je l'ai entendue sortir sur le porche arrière malgré le froid. Elle est restée là-bas pendant 11 minutes. Je le sais parce que j'ai vérifié l'heure à laquelle elle est sortie et de nouveau quand elle est revenue. Quand elle est revenue à l'intérieur, je l'ai entendue dans la cuisine pendant un moment. J'ai entendu le réfrigérateur s'ouvrir et se fermer sans que rien ne soit sorti. Je l'ai entendue s'asseoir à la table de la cuisine, le son particulier d'une chaise tirée sur du carrelage, puis d'une personne s'installant dans l'immobilité. Pas l'immobilité de quelqu'un qui se détend, l'immobilité de quelqu'un qui réfléchit intensément. J'avais déjà entendu ce son dans des salles de conférence, dans des dépositions. C'est le son qu'une personne fait lorsqu'elle effectue des calculs dont elle n'est pas satisfaite. À 11h47 du matin, j'ai entendu son téléphone sonner. Elle a répondu dans la cuisine. J'ai entendu le moment exact où la conversation a changé. Je ne pouvais pas distinguer les mots à travers les murs, mais je connais le son d'une conversation qui commence d'une certaine manière et atterrit quelque part de complètement différent. Il y a une qualité spécifique au silence qui suit une phrase qui tombe mal. Je le sais par les salles d'interrogatoire. Je le sais par les dépositions. Je le sais après 16 ans passés à regarder des gens recevoir des informations qu'ils n'étaient pas préparés à recevoir. Cette qualité de silence a traversé le mur de la cuisine à 11h52 du matin. 5 minutes plus tard, Lorraine est apparue dans l'embrasure de la porte de mon bureau à domicile. Elle ressemblait à une femme à qui on venait de retirer le sol sous les pieds. « Qui est la femme sur ta photo ?» a-t-elle demandé. J'ai levé les yeux de mon écran calmement. Une collègue de l'événement Royal Oaks. Tu te souviens du tournoi de charité dont j'ai parlé en février? Je ne me souviens pas que tu en aies parlé. Je l'ai fait. Tu étais au téléphone. J'ai fait une pause. Est-ce qu'il y a un problème? Elle m'a dévisagé pendant un long moment. Quelque chose travaillait derrière ses yeux. Le calcul, la peur, la réévaluation. Elle essayait de déterminer ce que je savais. Elle essayait de déterminer ce que l'appel téléphonique qu'elle venait de recevoir signifiait dans le contexte de ma photographie. Elle essayait de comprendre si ces deux choses étaient liées, et si oui, comment et à quel point. C'est ce qui arrive quand vous laissez quelqu'un opérer dans une fausse confiance pendant assez longtemps. Quand le sol bouge enfin, ils ne savent pas de quel côté tomber. Chamberlain a appelé, a-t-elle dit prudemment. D'accord, ai-je répondu. Il a dit. Elle s'est arrêtée. Il y a apparemment une sorte d'examen de conformité en cours d'initiation dans l'entreprise concernant les protocoles de communication. Cela ressemble à une affaire standard des ressources humaines, ai-je dit. L'expression sur son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur à quel point elle considérait cela comme standard. Laissez-moi vous dire à quoi ont ressemblé les 72 heures suivantes parce qu'elles sont importantes. Lorraine a remodifié son statut amoureux pour marier dans les 4 heures qui ont suivi cette conversation. Je l'ai remarqué. Je n'ai rien dit. Elle est venue me voir ce soir-là et m'a dit qu'elle pensait que nous devions parler. J'ai dit que j'étais d'accord. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine dans la maison à Lakewood, la même table où j'avais mangé des pâtes réchauffées en février, et elle m'a dit des choses. Pas toutes les choses, pas toute la vérité, mais plus de vérité qu'elle n'en avait offert de son plein gré en 18 mois. Elle a dit que les choses étaient devenues confuses au travail. Elle a dit qu'elle s'était détachée émotionnellement de notre mariage et qu'elle n'avait pas bien géré cela. Elle a dit qu'il ne s'était rien passé physiquement. Et ici je vous dirai que je n'ai ni confirmé ni rejeté cette affirmation parce que la vérité n'était pas à ce moment-là ma préoccupation principale. Ma préoccupation principale était la suivante. J'avais une femme assise en face de moi qui avait publiquement sapé notre mariage ce matin-là sans m'en dire un mot. Qui, pendant 18 mois, s'était comportée d'une manière qui démontrait un mépris total pour ce que nous avions construit. Qui n'était venue à cette table que parce que le sol avait bougé et qu'elle avait besoin de comprendre la géographie. J'ai dit, Lorraine, je dois te demander quelque chose directement. Elle a hoché la tête. Elle avait l'air effrayée. Veux-tu être mariée avec moi? Elle a dit, oui. Elle l'a dit rapidement et j'ai regardé son visage et j'ai passé 16 ans à lire des visages et je pouvais voir qu'elle le pensait, ou du moins qu'elle le pensait à ce moment précis, ce qui n'est pas la même chose, mais c'est quelque chose. J'ai dit, alors voici ce qui va se passer. Nous allons parler à quelqu'un, un professionnel. Non pas parce que je suis incertain de moi-même,
mais parce que je ne suis pas disposé à continuer dans un mariage qui fonctionne sur des hypothèses que nous n'avons jamais réellement testées ensemble. Si tu es prête à faire le travail, je suis prêt à faire le travail. Elle a dit, oui. Puis j'ai dit, et j'ai besoin que tu comprennes autre chose. Ce matin, tu as dit à Internet que notre mariage était compliqué avant de me le dire. Quoi qu'il arrive entre nous à l'avenir, cela ne doit plus jamais se reproduire. Les informations sur ce mariage circulent d'abord entre nous. Pas vers des plateformes, pas vers les personnes avec qui tu travailles, pas vers qui que ce soit avant qu'elle n'arrive jusqu'à moi. Elle pleurait à ce moment-là. Pas moi. Maintenant, je veux vous parler de Chamberlain Holt parce que son histoire ne se termine pas discrètement et que vous méritez le tableau complet. L'examen de conformité que Garrett a initié a été traité par les canaux appropriés chez Meridian Capital Group. Chamberlain n'était pas, comme il s'est avéré, un homme qui avait simplement été inapproprié avec une subordonnée. L'examen, une fois initié, a découvert un modèle. Lauren n'était pas la première personne dans une relation de supervision avec lui à se retrouver dans un territoire moralement compliqué. Il y en a eu 2 autres. L'une avait déposé une plainte interne 2 ans plus tôt qui avait été discrètement classée. L'examen l'a déterré. Chamberlain Holt a été placé en congé administratif en avril. En juin, il avait démissionné de Meridian Capital Group. La communauté de la promotion immobilière à Dallas n'est pas grande. Son nom est devenu une sorte de murmure d'avertissement. Je veux être très clair sur le fait que je n'ai rien fabriqué de tout cela. J'ai identifié un problème de conformité légitime par les canaux appropriés et je l'ai signalé à un professionnel ayant l'obligation d'enquêter. Tout ce qui a suivi était le résultat de choses que Chamberlain avait réellement faites. Le système a fonctionné comme il était censé fonctionner. C'est la chose avec les véritables actes répréhensibles. Ils n'ont pas besoin d'être inventés. Ils ont juste besoin d'être mis en lumière. Lauren et moi avons commencé à voir une conseillère conjugale nommée Dr Patricia Webb en avril. Elle a un cabinet dans un petit immeuble de bureau près de la Southern Methodist University dans un quartier qui sent toujours le café et la vieille brique. S'y rendre le jeudi soir est devenu étrangement l'une des choses les plus honnêtes que nous ayons faites en tant que couple. Je ne vous dirai pas tout ce qui est ressorti de ces séances parce qu'une partie nous appartient. Mais je vous en donnerai la forme. Ce qui est ressorti lentement et avec une résistance significative des 2 côtés, c'est un mariage qui s'était calcifié. 2 personnes qui avaient réussi individuellement et qui avaient cessé de faire le travail de réussir ensemble. Lauren a parlé du fait de se sentir invisible d'une manière qu'elle ne pouvait pas m'articuler directement. J'ai parlé de la solitude particulière d'être observateur dans un mariage, de remarquer des choses et de choisir de ne pas les nommer parce que les nommer ressemblait à une confrontation à laquelle aucun de nous n'était prêt. Le Dr Webb a dit quelque chose lors de notre 5e séance auquel j'ai beaucoup pensé depuis. Elle a dit, le contraire de l'intimité n'est pas la distance. C'est la performance. Vous étiez tous les 2 très performants. Vous aviez perdu l'habitude d'être vrai. Cela a touché quelque chose de précis. L'habitude d'être vrai. C'est une chose étrange à perdre dans un mariage. Étrange parce que vous ne remarquez pas que vous l'avez perdu jusqu'à ce que vous soyez assis dans le bureau d'un thérapeute dans un quartier près de la Southern Methodist University un jeudi soir d'avril. Réalisant que la personne en face de vous est plus honnête avec vous dans cette pièce qu'elle ne l'a été depuis 3 ans. Je ne vous dirai pas tout ce qui est ressorti de ces séances parce qu'une partie nous appartient. Mais je vous dirai ce que j'ai dit au Dr Webb lors de notre 3e séance lorsqu'elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas simplement confronté Lauren lorsque j'ai soupçonné pour la première fois que quelque chose n'allait pas. J'ai dit, parce qu'une confrontation sans information n'est que du bruit. Vous interrompez le modèle avant de le comprendre. Et vous ne savez ce que vous savez qu'à ce moment précis. J'avais besoin de comprendre la forme complète de ce qui se passait avant de pouvoir décider ce que je voulais réellement faire à ce sujet. Le Dr Webb a demandé, « Et que vouliez-vous faire à ce sujet ?» J'y ai réfléchi pendant un long moment. Je voulais retrouver ma femme, ai-je dit, mais je voulais m'assurer qu'elle comprenne pourquoi elle a failli ne plus avoir de mari vers qui revenir. C'est la partie que les gens comprennent mal lorsqu'ils entendent une histoire comme celle-ci. Ils pensent que la photo de profil, le signalement de conformité, le silence face à cette notification du mardi matin, ils pensent que tout cela était une punition, une vengeance. Ce n'était pas le cas. C'était de la gestion de l'information. C'était s'assurer que la femme que j'ai épousée comprenne le poids réel de ce qu'elle avait failli jeter. Parce que voici ce que je sais après 16 ans d'enquête.
Les gens ne changent pas quand ils reçoivent des leçons. Ils ne changent pas quand on leur crie dessus. Ils changent quand ils ressentent la conséquence réelle de ce qu'ils ont fait. Quand cela atterrit quelque part de réel, quand la chose qu'ils pensaient être invisible en toute sécurité apparaît soudainement en pleine résolution. Lorraine avait besoin de ressentir à quel point elle était passée près. Pas pour que je puisse le lui reprocher. Pour qu'elle sache au fond d'elle-même à quoi ressemblait réellement le bord de cette falaise. Certaines leçons ne s'enseignent que par elles-mêmes. 6 mois après ce mardi de mars, je suis assis sur le porche avant de notre maison à Lakewood. Les chaînes sont toujours là. Les voisins se font toujours signe. Lorraine est à l'intérieur en train de préparer le dîner. Elle cuisine plus ces derniers temps, quelque chose qui, selon elle, l'aide à se sentir ancrée, et je ne remets pas cela en question car les pâtes sont devenues considérablement meilleures. J'ai retiré la photographie de mon profil. Mon statut indique toujours marié. Le sien aussi. Nous ne sommes plus les mêmes qu'avant. Je ne pense pas que ce soit possible, et je ne pense pas qu'il serait sain de prétendre le contraire. Ce que nous sommes, c'est honnête d'une manière que je ne suis pas sûr que nous ayons jamais été. Le docteur Webb dit que ce n'est pas un échec de nos premières années. C'est juste la différence entre un mariage dans lequel on tombe et un mariage que l'on choisit consciemment. Nous le choisissons. Chaque jeudi soir dans ce bureau près de la Southern Methodist University. Chaque dîner qui est devenu une conversation au lieu d'un silence parallèle. Chaque matin, je me réveille dans la maison à Lakewood à côté d'une femme qui a regardé le bord de cette falaise et a reculé. On m'a demandé, en racontant cette histoire, si je regrette la façon dont je l'ai gérée, si l'approche calculée, la photographie, la divulgation de conformité, les 47 secondes d'immobilité avant de faire mon mouvement étaient justes. Voici ma réponse. Je regrette les 18 mois avant mars. Je regrette chaque soir où j'ai choisi de ne pas poser la question dont je connaissais déjà la réponse. Je regrette le dîner de février où je l'ai regardée devenir silencieuse et où je n'ai pas suivi le fil. Non pas parce que la confronter plus tôt aurait changé quoi que ce soit. Elle n'était pas prête et moi non plus. Mais parce que le silence dans un mariage est une chose à double sens. J'étais silencieux sur ses secrets. Elle était silencieuse sur mon aveuglement à leur égard. Nous perdions tous les deux quelque chose qu'aucun de nous ne nommait. Je ne regrette pas le mardi 4 mars. Parce que ce qui s'est passé le 4 mars a été le moment où le silence s'est enfin brisé. Pas avec du bruit, pas avec de la rage, avec une photographie et un appel téléphonique et une femme debout dans l'embrasure de la porte de mon bureau réalisant que l'homme qu'elle avait sous-estimé était le même homme qu'elle avait épousé. Cette version de moi, celle qui construit le dossier avant de faire le mouvement, avait été là tout le temps. Elle avait juste oublié. Vous savez ce qui m'attrape à chaque fois que j'entends une histoire comme celle-ci? Il ne s'agit jamais vraiment du changement de statut. Il ne s'agit jamais de la photo ou de l'appel téléphonique. Il s'agit du moment où quelqu'un réalise que la personne qui l'a sous-estimé faisait attention tout le temps. Victor n'a pas gagné parce qu'il était intelligent. Il a gagné parce qu'il n'a jamais cessé de se soucier suffisamment pour rester silencieux et construire le dossier. Et c'est la partie dont personne ne parle. La discipline d'aimer quelqu'un à travers la pire version de ce qu'il vous fait.